Si comme moi, vous avez dépassé la quarantaine, il y a fort à parier que vous soyez un nostalgique des années 80 et 90. Il y a des chances que vous soyez un adepte du « c'était mieux avant », pris entre vos parents qui vous disent qu'être jeune dans les années 60-70, c'était encore mieux, et les représentants de la génération Z qui sont saoulés de cette vision réactionnaire des choses. Et l'argument que l'on vous oppose est souvent le même. Peut-être que vous idéalisez trop vos souvenirs. Répondez-leur simplement non. Non, nous n'idéalisons rien car nous avons la chance de pouvoir faire des bonds dans le passé pour vérifier notre ressenti. En nous replongeant dans les films des années 80, en réécoutant la musique que l'on avait dans les oreilles, en allant skate au lycée, ou en nous rendant à des conventions sur le thème de ces années-là. Et nous pouvons mettre tout cela en concurrence avec ce qui se fait actuellement. Quoi qu'il arrive, les émotions sont toujours intactes. Et c'est ce sentiment que j'espérais valider avec ce remaster d'Oblivion. Car le jeu original, sorti en 2006, reste à ce jour le jeu sur lequel j'ai passé le plus grand nombre d'heures. Il n'y a qu'un seul jeu qui pourrait éventuellement détrôner ce record personnel, et c'est Morrowind, soit l'opus précédent de la série dont fait partie Oblivion, The Elder Scrolls. Cette saga, débutée en 1994 sur MS-DOS avec un certain Arena, fut suivie par Daggerfall, puis Morrowind, Oblivion et enfin Skyrim que vous connaissez sûrement. Autant d'itérations qui ont participé à l'érection au rang de série culte du bébé de Bethesda. Érection étant ici le substantif du verbe ériger, mais vous pouvez également y voir une allusion plus scabreuse parce que oui, à l'époque, comme César, on avait la gaule à chaque fois que nous lancions Oblivion. Sur nos PC équipés de Radeon 9600 Pro et tournant sous Windows XP, Bethesda nous offrait une expérience sans commune mesure avec la concurrence. L'univers développé par le studio de Rockville dans le Maryland mêle la beauté des œuvres de Tolkien, le symbolisme des légendes arthuriennes, en y ajoutant de subtiles doses d'humour à la Monty Python. Et cette aventure, Bethesda vous propose de la vivre à la première ou à la troisième personne, à pied ou à cheval, dans un open world qui, sous des abords assez vides, vous retiendra captif de longues heures tant il se révèle être riche. Mais ça, c'est le souvenir que j'avais du jeu original. Qu'en est-il de cette nouvelle version ? Première surprise, alors que la rumeur d'un remaster courait déjà depuis un moment, beaucoup imaginant un simple portage aux textures upscalées, les premiers leaks sont tombés avec force images comparatives. Et là, le choc. Une montée en température directe dans une actualité vidéoludique qui, disons-le, est relativement tiède. Loin du portage paresseux, Virtuos, le studio responsable du projet, semblait avoir poussé le curseur à la limite du remake. Puis l'annonce officielle arriva quelques jours après avec un shadow drop en simultané. Cependant, le thermomètre était peut-être trop élevé car une pluie glaciale vint doucher l'enthousiasme de pas mal de joueurs, le prix. Proposé à 54,99€ sur Steam pour la version standard et 64,99€ pour la version Deluxe, cette tarification a été un frein pour beaucoup puisque c'est quelque chose qui apparaît dans nombre de discussions que je vois en ligne, encore aujourd'hui, 2 semaines après sa sortie. Aussi, je me devais d'évoquer le sujet dans ce test. Alors, coupons la poire en deux et parlons de 60€. Nous sommes en 2025, dans un pays qui, en plus d'être surtaxé, est à l'agonie dans quasiment tous les secteurs. Alors oui, pour une frange de plus en plus importante de la population, 60€ représente une petite fortune, surtout pour du divertissement. Et ça, eh bien, cela doit s'entendre et cela doit se respecter. Maintenant, pour ceux qui ont un budget loisir plus conséquent mais qui se refusent à payer un jeu 60€ par principe, que peut-on répondre ? Où placez-vous le curseur ? Devrait-il y avoir des plafonds ? On commencera avec les jeux indés en pixel art qui devraient être à moins de 5€, un remaster ne devrait pas dépasser 25€, tandis qu'un AAA devrait être plafonné à 65€. Ou alors, le tarif d'un jeu devrait être établi en fonction de sa qualité ? Mais alors qui jugera ? En fonction de son nombre de ventes peut-être. Mais dans ce cas, dans quel sens prendrait-on les choses ? Plus le jeu se vend et plus son prix devrait baisser ? Ou l'inverse ? Vous voyez, le problème est insoluble. Alors ok, il y a des éditeurs qui se foutent ouvertement de la gueule des joueurs. Je pense à Square Enix, le Apple du jeu vidéo. Ils sont encore capables de proposer des portages bêtes et méchants des premiers FF à 20 balles en 2025. Mais au final, peut-être aussi qu'un ensemble de paramètres nous a fait perdre de vue certaines réalités. Les jeux ont toujours coûté cher. Seulement, le contexte était différent. On n'avait pas un backlog gigantesque de jeux sur Steam. Des jeux que l'on achète depuis son siège gamer à 600 balles en un clic sur PayPal.
On devait se bouger physiquement, se rendre dans une boutique, discuter avec le vendeur pour acheter son jeu. Et c'était à l'heure des boutiques indépendantes où le mec avait monté son business par passion. Et le Game Pass n'existait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'acheter un jeu avait du sens. Le jeu vidéo avait un sens. Aujourd'hui, entre le démat, la cannibalisation du secteur par l'avarice et la médiocrité, l'abondance du catalogue proposé, nous sommes entrés dans l'ère du caprice. Pourquoi payer un jeu 60 balles alors que sur un autre support il est à 45 ? Ou alors que notre éditeur a sorti le même type de jeu, mais moins cher ? Ou encore parce qu'il est gratuit dans le Game Pass ? Et peu importe que derrière la production et la distribution d'un jeu vidéo, il y ait des réalités économiques qui ont conduit à la fermeture de nombreux studios. Parce que le joueur est un consommateur ordinaire qui veut le maximum en payant le minimum. Alors en attendant, c'est comme ça. Oblivion est disponible à 60 €. Vous pourrez toujours attendre une promo, mais au moins, je suis d'accord, quitte à dépenser une somme de cet ordre-là, autant que ça vaille le coup. Et c'est ce que nous allons voir. Déjà, c'est quoi Oblivion ? C'est un film avec Tom Cruise, mais il est nul à chier, donc on parlera plutôt du jeu qui nous occupe ici, et qui est un RPG en monde ouvert. Les événements d'Oblivion se passent quelques années après ceux de Morrowind. L'empereur, Uriel VII, 7e du nom, est poursuivi par des membres d'un culte énigmatique appelé l'Homme Mythique. Ces derniers vénèrent Mérune Dagon, prince d'Aedra de la Destruction, qui projette d'envers la province de Cyrodiil, dans laquelle le joueur évoluera. L'aventure débute alors que vous êtes emprisonné. Vous rencontrerez l'empereur qui vous a vu dans un rêve et semble placer de grands espoirs en vous, bien qu'il sache sa fin très proche. En effet, quelques minutes plus tard, il vous remet l'amulette des rois avant de se faire assassiner sous vos yeux. Une fois cette introduction au gameplay terminée, vous serez en charge de retrouver l'héritier du trône et d'en faire un véritable souverain. Le jeu commence réellement à votre sortie des égouts de la cité impériale, et là, force est de constater que la refonte graphique mérite le qualificatif de remake. Tout a été revu. Les textures d'abord. A l'origine, le jeu utilisait des textures en 512 par 512 pixels, alors que le remaster pousse jusqu'à la 4K. Vous comprenez maintenant pourquoi le jeu est passé de 5,5 Go dans sa version originale à plus de 120 Go pour le remaster. Les textures y sont pour beaucoup, surtout qu'elles ont été complètement retravaillées plutôt que simplement upscalées. Ainsi, les sols sont plus organiques, la pierre est bien plus réaliste, tout comme les divers matériaux présents dans le jeu, le métal des armes, ou encore les différents tissus utilisés pour les vêtements. C'est un excellent travail de la part de Virtuos, qui flatte constamment la rétine et qui pour moi est déjà le gage que le projet n'a pas été pris par-dessus la jambe. D'autant plus que ces nouvelles textures sont appliquées sur des modèles 3D qui là aussi ont été retravaillés comme le montrent ces images. Et tout cela est mis en valeur par des éclairages d'une grande qualité. Je ne compte plus les fois où je me suis extasié devant un coucher de soleil ou la simple lueur d'une torche. Sans parler des portails vers Oblivion dont la majesté m'a sidéré à chaque apparition. Les différents cycles de la journée et du temps sont extrêmement bien retranscrits et suffisamment divers pour faire de chaque partie une expérience différente de la précédente. Ce qui masque habilement la taille de la map que je trouve personnellement assez restreinte. Celle-ci heureusement remplit son rôle à merveille, celui de nous immerger dans un univers de fantasy où la direction artistique des Elder Scrolls fait mouche encore une fois. La végétation est dense, propre à la série. Le bestiaire comprend des créatures inédites qui n'ont rien à envier au canon du genre que sont les trolls, les griffons ou les dragons. Et que dire du DLC, Shivering Isles, qui accentue encore ce côté magique et épique en perdant le joueur dans un environnement tout droit sorti de l'imaginaire de Lewis Carroll, l'auteur à qui l'on doit Alice au Pays des Merveilles. Une map qui tranche tellement avec le jeu de base que je me suis même surpris à oublier que je jouais à Oblivion. Bien sûr, Oblivion Remaster n'a pas la prétention d'être un AAA de 2025, mais l'on sent un respect pour l'œuvre originelle et également un certain respect pour le joueur, et la pilule du prix d'achat de passer un peu mieux. Surtout qu'en tant qu'ancien joueur, je sais que la durée de vie justifie à elle seule les 60 € déboursés. Encore faut-il que le gameplay n'ait pas trop vieilli. À ce niveau-là, les évolutions sont plus timides. Malgré une refonte des menus, l'ajout de raccourcis, de nouvelles animations ainsi que la capacité de sprinter, l'ensemble du gameplay reste le même, peu ou prou. Il est vrai que dans l'ensemble, l'expérience manette en main n'a pas révolutionné celle de son ancêtre. Pourtant, à bien y regarder, je n'ai pas été dérangé par ce gameplay de notre temps. En fait, je me suis jamais posé la question. Un jeu est un jeu. On adhère ou pas à ce qu'il propose, mais il n'y a pas à mon sens de mécanique de jeu qui vieillissent mal, tant que la technique est au goût du jour. Prenons un autre remake, Final Fantasy VII.
Le jeu original de 97 se jouait au tour par tour. J'ai adoré ce système, et cela ne m'aurait pas dérangé de le retrouver sur la nouvelle version. Cependant, Square Enix a écouté la nouvelle génération qui trouvait ce système trop complexe ou ennuyeux, et a décidé de partir sur plus ou moins le même système que l'opus précédent à l'époque du développement, à savoir Final Fantasy XV. Eh bien, personnellement, je trouve ce système de combat vraiment médiocre. On passe son temps à bourriner le moindre trash mob pendant 2 heures, dans un capharnaüm visuel indescriptible, en rien aidé par un sound design qui donne l'impression de frapper en vain sur un morceau de métal. Alors oui, c'est plus moderne, mais ce n'est pas un gage de qualité, pas pour moi en tout cas. De toutes les manières, un jeu vidéo, c'est avant tout un jeu. Et jeu, c'est synonyme de jouer, et jouer, c'est l'idée de s'amuser. Entre les jeux compétitifs, la mode des die and retry, et les titres indés à la réalisation si simpliste qu'ils en deviennent stériles, oui, j'ai une dent en ce moment contre les jeux indés qui polluent toutes les conférences. Voilà, c'est dit. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié ce principe de jeu. Et bien dans Oblivion, je m'amuse toujours autant qu'il y a 20 ans. Alors effectivement, ce n'est pas du tout le sentiment que je transmets dans mes let's play. Il est vrai que c'est le genre de jeu qui ne se prête pas vraiment à l'exercice, surtout quand on tourne la vidéo offline. Par contre, une fois OBS coupé, le casque enlevé et le cerveau débranché, j'ai retrouvé le plaisir de parcourir Cyrodiil. Parlons d'abord de votre personnage. Qui est-il ? Personne. Voilà, merci, au revoir. Comme dans un Souls, votre personnage est un no-name absolu et c'est très bien comme ça. Ça évite de se retrouver avec un personnage sans charisme et sans personnalité, comme c'est encore trop souvent le cas et je trouve que ça participe plus à l'immersion. Votre perso, vous allez le créer grâce à l'éditeur fourni par Bethesda. Premièrement, il vous sera demandé de choisir son origine. Oui ? Et ben quoi ? Oui, et puis vous choisirez aussi sa race. Hein, voilà, comme un couple de bobos qui se fait chier et s'est mis en tête d'adopter leur bébé du bout du monde, parce que ceux de l'orphelinat d'à côté sont pas dispo avant des piges et que leurs gosses ils le veulent de suite, vous allez choisir la race de votre personnage. Vous pourrez donc jouer un argonien au sang-froid, un breton du Finistère, un elfe de couleur, un elfe avec un travail, un impérial pas si petit, un khajiit du zoo de Beauval, un nordique qui n'a rien à voir avec NordVPN, un orc qui a joué dans Shrek, un sans-papier et enfin un elfe des bois dont tout le monde se branle comme d'habitude. Ce choix n'aura que peu de conséquences sur le long terme, parce qu'en effet, comme dans tout bon RPG, vous pourrez booster vos compétences si bien qu'à la fin, votre apparence physique ne sera là que pour le roleplay. Un petit peu comme à Hollywood, quoi. Ah, et voilà, on avait dit pas de politique. Donc affiner et affûter votre personnage se fera de 2 manières, active et passive. De manière active, en choisissant certains paramètres comme la classe ou le signe de votre héros, et de manière passive, simplement en jouant. Par exemple, en sautant partout comme un cabri ou comme la femme de Will Smith, vous augmenterez votre compétence acrobatie. En vous battant avec des épées, vous accroîtrez votre compétence lame, ou encore, en encaissant des coups, vous améliorerez votre compétence armure lourde ou armure légère selon ce que vous portez. De plus, pour chaque compétence, vous passerez des paliers qui en augmentera sa capacité. Vous débuterez au rang de novice, puis apprenti, artisan, expert et enfin maître. Par exemple, atteindre le niveau maître de votre compétence d'armurier fera que vous ne casserez plus de marteau en réparant vos armes et armures. Ainsi, le système de progression dans Oblivion est aussi efficace qu'il est intuitif et surtout gratifiant. En ce sens, et puisque la question de savoir si le gameplay du jeu est trop daté ou pas, je répondrai que justement, je le trouve intemporel tant il finit par se faire oublier, tandis que vous jouissez d'une totale liberté d'évolution. Parlons de la jouabilité ensuite. Peut-être le point le plus important pour moi dans un jeu. Déjà, votre personnage réagit au doigt et à l'œil. Une fois vos capacités athlétiques augmentées, il se déplacera même avec la vélocité d'un guépard sous stéroïdes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi c'est absolument primordial. Si Arthur Morgan était aussi agile dans Red Dead Redemption 2, je pense que je serais encore dessus aujourd'hui. Enfin, je parle du jeu, pas d'Arthur Morgan. De toute façon... Oh putain, je m'étais juré de pas chialer, putain. J'ai hâte d'ailleurs de voir des speedruns sur Oblivion Remastered, car le jeu s'y prête à merveille. À la différence d'Elden Ring, où le moindre buisson devenait votre pire ennemi, vous deviez faire le tour de la map pour rejoindre un point qui se trouvait à quelques mètres devant vous. Dans Oblivion, vous n'aurez
aucun obstacle. Et bon sang que c'est agréable de juste tracer en ligne droite, sans jamais avoir à se retrouver devant un mur infranchissable, nous obligeant à nous retaper la route en sens inverse jusqu'à trouver le bon passage. Même les plus hauts sommets sont facilement atteignables en bourrinant la touche de saut. Et cette liberté, cette vie sans contrainte de déplacement, j'aimerais la vivre plus souvent dans les jeux vidéo. Et en circulant dans ma ville aussi. D'ailleurs, si quelqu'un connaît l'inventeur des feux rouges dans les ronds-points, vous m'envoyez son nom et son adresse par MP. Merci. Promis, il ne souffrira pas. Le système de combat, en revanche, est assez brouillon. La faute à une animation de frappe qui entraîne une inertie, déplaçant votre personnage de manière latérale, une physique que je ne m'explique pas vraiment. Du moins à la première personne, car à la troisième, le phénomène est moins présent et le jeu y gagne en précision. Mais d'ailleurs souvent arrivé de changer de vue quand il y avait trop d'ennemis à l'écran. Heureusement, les sensations de frappe sont meilleures que dans le jeu original où on avait l'impression de cogner dans le vide, ce qui était pour moi le plus gros point négatif à l'époque et celui que je redoutais dans cette version 2.0. Maintenant, est-ce que cela suffit à rendre les phases de combat palpitantes ? Oui et non. Disons que cet aspect du jeu devient très vite un joyeux bordel dès lors que vous faites face à plus d'un ennemi, mais ça reste assez fun. J'espère tout de même que les affrontements dans Elder Scrolls 6 seront plus organiques et plus lisibles. En parlant de combat, un truc assez pénible par contre, est le fait que vos armes et armures se détériorent. Et vous allez devoir les réparer souvent en utilisant des marteaux de réparation. Des outils qui casseront eux aussi régulièrement lors de leur utilisation si votre compétence d'armurier n'est pas assez développée. C'est donc d'un certain sens de la gestion dont il faudra faire preuve, car en plus de cela, dans Oblivion, tout a un poids et votre capacité à porter des objets n'est pas illimitée. Je ne suis pas fan de ce principe pour être honnête et ça m'a posé quelques problèmes lors de mon périple. C'est assez frustrant de tomber sur une super arme qui pèse un nanomort et que vous ne pouvez pas prendre car trop lourde. Certes, vous pouvez toujours vous délester de quelques objets, acheter une maison dans laquelle vous pourrez déposer vos items dans un coffre, mais parfois ce n'est pas possible, ou alors vous avez simplement oublié de partir léger. Je sais, je donne l'impression que je découvre le principe. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas et ce n'est pas rédhibitoire non plus comme système. Juste que je n'y adhère pas et m'en collectionner tout ce que je trouve sans avoir à surveiller mon inventaire. Je vous propose maintenant d'aborder la difficulté de ce remaster. Celle-ci est réglable à tout moment en cours de jeu et ça c'est appréciable. Surtout pour les joueurs comme moi qui ne cherchent absolument pas la performance. Parce que là aussi, je ne sais pas combien de commentaires j'ai vus pour dire qu'à cause de ça, le jeu était trop facile et que ça ruinait l'expérience. Alors, déjà, vous pouvez jouer en difficulté maximum de A à Z si vous le voulez. Vous pouvez même jouer en difficile avec un bandeau sur les yeux, au-dessus d'un puits de lave, avec des moufles, un pitbull accroché au mollet et des hommes armés qui menacent de vous tirer dessus si vous ne faites pas un no-hit. Je sais que ça peut en irriter certains, mais comprenez qu'il y a des gens qui ne voient pas le jeu vidéo comme un challenge. Si je dois terminer une phase de jeu extrêmement difficile, je n'en retirerai aucune fierté. Ça reste un jeu. Je me serais sûrement énervé pour rien en plus, mais ça n'a aucune importance dans une existence. Alors si ça vous amuse de suer sang et eau manette en main, très bien. Mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas le temps pour ça, qui se sont fixés d'autres objectifs dans la vie et ne souhaitent pas inspirer comme épitaphe CJ, le gars qui a réussi à platiner Wolfenstein The New Colossus parce que lui au moins c'est un vrai gamer. Là où la difficulté pourrait être problématique par contre, c'est si elle n'était pas réglable. Parce qu'en effet, dans les modes les plus faciles, Oblivion est vraiment facile. Et je suis d'accord que couplé au système de voyage rapide, le jeu perdrait complètement de son intérêt. Mais ce n'est pas le cas, et en un clic, à tout moment, vous pouvez ajuster tout ça selon vos désirs. Sachez également que le niveau des ennemis se scale sur le vôtre. Je vais conclure sur la partie gameplay en évoquant l'un des points noirs du jeu, les bugs. Oh punaise, alors là mon con on est servi, parce qu'il y en a des sympas qui permettent d'utiliser tout un tas de glitches, ce que j'ai fait comme un immonde joueur casu que je suis, mais la plupart vont vraiment amoindrir votre expérience en Cyrodiil. On vous voit, les gens Kevin, qui n'en pouvaient plus de caser à chaque phrase que vous avez une 50-90, et que ça fait de vous des êtres supérieurs. Eh ben, vu qu'Oblivion te permet de régler la difficulté, tu régleras celle de ton GPU à 3000 balles au niveau minimum. Parce que Oblivion, il va pisser sur tes 32 Go de VRAM en chantant la Marseillaise. Alors c'est sûr, tu t'en sortiras mieux qu'un joueur qui est toujours sur sa GTX 970. Mais lui, au moins, il a peut-être déjà payé sa baraque. Eh oui. Imaginez le combo Bethesda, plus Unreal Engine 5, plus jeu mal optimisé rebâti sur une structure existante. Ouais, moi pareil, en prononçant ces mots, j'ai laissé une trace de frein digne d'une Bugatti. Je compte plus les plantages que j'ai eus, le clipping, le stuttering, le Elden Ring.
Ah bah, pardon, le dernier c'était pour la balle perdue. Hein. Ça fait 2 là déjà, non hein. Un jour je vais vous faire le test le plus vénère de l'histoire sur le jeu de From Software. Bref, tout le monde semble s'accorder pour dire qu'Oblivion est ultra buggé, mais par acquis de conscience, et comme je joue sur une RTX 2080 Super, j'ai demandé à des potes qui étaient mieux équipés, avec des RTX 4080, 4090 et 5070 Ti par exemple, avec le reste qui suit évidemment, la RAM, le CPU, etc. Et ils ont vécu la même expérience douloureuse. Alors perso, je fais des travaux de 3D franchement poussés avec ma 2080 Super que je compte remplacer bientôt et je n'ai en outre jamais eu de problème sur aucun jeu. Je viens de terminer GTA V la version Enhanced et je n'ai eu absolument aucun souci d'un bout à l'autre du jeu et ce dans des résolutions élevées avec ray tracing et compagnie. Donc oui, c'est un problème d'optimisation du côté de Bethesda Virtuos et peut-être que ce sera corrigé ou du moins atténué dans de futurs patchs. En attendant, et vu que nous évoquions la question du prix au début de ce test, c'est vrai que ça pourrait être un argument en faveur de ceux qui trouvaient la position tarifaire d'Oblivion Remastered trop élevée. Je viens d'évoquer GTA V et le prix d'Oblivion, transition toute trouvée pour parler de la durée de vie. Alors que le prochain GTA est pressenti pour une sortie aux alentours des 100 €, beaucoup disent qu'à la limite, ce serait justifié pour la bonne et simple raison qu'on joue encore à GTA V en 2025, 12 ans après sa sortie. Donc, si pour certains, la durée de vie d'un soft est une base de calcul pour sa tarification, voyons ce que donne celle d'Oblivion. Sans surprise, elle est titanesque. Si vous adhérez au jeu, cela va sans dire. Mais si tel devait être le cas, vous pourrez abandonner toute vie sociale. De toute façon, votre copine elle était pas ouf. Hein. Ah mais ça va pas se mentir, hein. Lâchez-la et partez vivre dans la province de Cyrodiil. Ah, et vous avez un chat dont vous devez vous occuper quand même. Il est aussi cool qu'un Khajiit, votre chat. Non, alors filez-le à un pote, vous inquiétez pas, tant qu'il aura ses croquettes, il oubliera jusqu'à votre existence. Comme votre copine quoi. La quête principale en soi n'est pas longue, comme la relation avec votre ex. Ah, pardon, c'est douloureux encore, c'est ça. Par contre, il y a une tartine de quête annexe. Hein. Bah tiens, un peu comme la vie de votre ex, du temps où elle partait en week-end dans sa famille un mercredi. Hein. Les quêtes secondaires sont relativement diverses, de même que les PNJ, et si vous voulez faire le 100%, ça vous prendra déjà un certain temps. Si en plus vous vous prenez d'affection pour cet univers et que des mods arrivent sur cette version, alors là c'est fini. Rideau, votre champ va devenir un trou puant duquel vous ne ressortirez jamais. Bah tiens, comme... non, je la ferai pas celle-là. Perso, j'ai mis une trentaine d'heures pour finir la trame principale et le DLC Shivering Isles que j'ai trouvé interminable. Dites-vous que dans le dernier let's play, je pensais conclure le DLC et finir proprement en enchaînant sur ce test, mais il s'est avéré qu'il me restait encore quelques heures pour boucler la quête de Shogorat. En plus, je me suis retrouvé avec des tas de bugs, bref, c'était un supplice. Je préférais me carrer un oursin dans la rondelle plutôt que retourner à Mania et Démentia. Et maintenant que c'est fini, je joue tranquille. J'explore la map, je fais des quêtes ça et là, je fais le touriste dans les villes, je collectionne des artefacts et autres armes uniques. Je pense que quelqu'un qui ne connaît absolument pas le jeu et prend son temps bouclera le tout en une 60aine d'heures DLC compris, sinon une 40aine avec l'édition de base. Ça, c'est en l'état, parce qu'à l'instar d'un GTA V dont le mode online lui a assuré une durée de vie quasi inédite dans le monde du jeu vidéo, le succès d'Oblivion à l'époque fut rendu possible par l'immense communauté de modeurs qui s'est formée autour du titre de Bethesda. C'est simple, hein. Au bout d'un moment, on se retrouvait avec tellement de mods installés que le jeu n'avait plus rien à voir avec celui que nous avions acheté. Je n'ose même pas imaginer ce qui pourrait se produire avec Oblivion Remastered. Alors, est-ce que c'est encore possible d'installer des mods comme avant? Est-ce que c'est plus facile de développer et d'intégrer des mods sous Unreal Engine 5? Est-ce qu'il n'y a pas de protection mise en place par les développeurs? Là, on entre dans des domaines que je ne maîtrise plus, mais je prie pour que ce soit le cas parce qu'on va vraiment s'éclater. Hein. Et peut-être même que Jean-Kevin 5090 pourra utiliser son GPU à 3000 balles à son plein potentiel. Avant la conclusion, un mot sur la bande-son. En tant que musicien, c'est un sujet qui devrait m'intéresser particulièrement et pourtant, dans mes tests, ce sera souvent un aspect que je passerai assez vite. Pour la bonne et simple raison que ça reste vraiment subjectif déjà et que je me suis rarement tombé sur un jeu avec une bande-son vraiment nulle. Hein. Au pire, elle ne me plaisait pas, ok, mais jamais je me suis dit sur les milliers de jeux auxquels j'ai joué dans ma vie que l'un d'eux méritait vraiment qu'on pointe du doigt ce connard de compositeur de ses morts. À la différence de ce putain de level designer de la cote de ses morts Juicius qui a bossé sur la map d'Elden Ring. Alors lui, pareil, pareil que le mec qui a inventé le concept des feux rouges sur les ronds-points. Moi je veux son nom, son adresse à ce mec.
Par contre, niveau souffrance, je vous promets rien pour lui, hein. Je lui mettrai la clé qui doit le libérer à 10 cm de son nez, mais pour qu'il l'attrape, il devra faire un détour de 250 km dans des ronces et avec un chemin qui est hyper mal balisé. Hein, ça lui apprendra à se... Ah, donc oui, la bande-son d'Oblivion, le thème d'abord. Mythique, magistral, légendaire. Alors là, il n'y a rien de subjectif hein, pour le coup. Hein. Quand tu te retrouves sur l'écran d'accueil et que ça part, t'as les poils. C'est tout, point. Pour le reste, la musique composée par Jeremy Soule se veut le plus souvent discrète, mais il a parfaitement compris l'ambiance du jeu. On est véritablement en pleine fantaisie et on croirait la musique jouée par les elfes. Niveau doublage, l'absence de la version française est semble-t-il un grand regret pour beaucoup de joueurs francophones. Oui, parce que les joueurs mexicains s'en foutent par exemple. Perso, dans mes souvenirs, elle était nullissime. Alors, si vous avez besoin que votre jeu soit doublé dans la langue de Molière pour pouvoir vous immerger dedans, en effet, c'est un point négatif. Il y a toujours des sous-titres, et vu les expressions faciales des personnages, même si elles ont été grandement améliorées, vous ne raterez pas grand-chose, hein, mais quand même, j'avoue, c'est pas pareil. Pour être honnête, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Le doublage, à moins d'être catastrophique ou exceptionnel, c'est comme la musique, hein, je m'en fiche. Moi, c'est l'action qui m'intéresse, faire quelque chose. Écouter des PNJ parler pendant des heures m'ennuie vraiment. Après, je me doute que je fais partie d'une minorité, mais... disons qu'au moins les performances originelles de Jean-Luc Picard, de Wonder Woman et de Boromir, je suis mieux que Faramir d'après papa, sont bien dans le thème. Ça fait fantaisie à l'ancienne, avec ce côté théâtral, voire caricatural, qui n'est en rien déplaisant. Alors évidemment, on n'est pas dans la profondeur et la richesse interprétative de Red Dead Redemption 2, mais ça a tout de même son charme. Abordons la dernière ligne droite. Avant de vous donner les notes finales, je vais évoquer avec vous les points positifs et négatifs que je retiendrai de ce Oblivion Remastered. Commençons par le positif. Alors, en premier lieu, je retiendrai que la nostalgie n'a finalement eu aucun impact sur mon appréciation. Le jeu tel qu'il est proposé se suffit à lui-même. J'ai trouvé ce que je suis venu y chercher. Un univers de fantasy dans lequel me mouvoir librement, à mon rythme, de beaux paysages, une ambiance rétro aux premiers abords mais qui est si caractéristique qu'elle en devient intemporelle. Les graphismes, sans être non plus exceptionnels d'un point de vue technique, font parfaitement le job, bien aidés par cette DA qui n'appartient qu'à la série, et j'ai apprécié que Virtuos aille au-delà d'un upscale de texture bête et méchant. Surtout qu'à n'en pas douter, cet Oblivion est un ballon d'essai préfigurant du futur mastodonte du développeur, à savoir The Elder Scrolls 6, qui devrait faire trembler le monde du jeu vidéo autant que le prochain GTA. Et puis cette maniabilité véloce, sans prise de tête, ce système d'évolution qui se fait oublier et ne nous demande pas un doctorat d'anatomocytopathologie pour faire des choix cornéliens quant à l'orientation de notre personnage. Oblivion n'est pas un RPG qui se vit, c'est un RPG qui se joue et ça fait toute la différence. Et puis le bestiaire également, que j'ai beaucoup critiqué au départ, puisqu'à part des crabes et des loups, je n'affrontais pas grand chose d'intéressant, et que la mémoire me faisait un peu défaut. Et puis les portails, majestueux et hypnotiques au demeurant d'Oblivion s'ouvrant partout sur la map, se sont mis à libérer toutes les saloperies possibles et imaginables. Les Daedra, les Atronach, les Xivilai et surtout, et là vous le prononcerez comme vous le voulez, les Dreux. Bien qu'Oblivion accueille la version terrestre déjà sacrément effrayante, Morrowind présentait la version sous-marine, sorte de croisement entre un homme homard et un calamar, et la rencontre avec ces monstres resteront à jamais les plus marquants de ma vie de joueur. Maintenant, il faudra faire avec une optimisation au retrait, des bugs à répétition allant jusqu'au crash pur et simple, des baisses constantes de framerate indépendantes de votre matériel, des PNJ qui marchent à 2 à l'heure dans les quêtes quand ils ne se figent pas totalement, vous obligeant à relancer la partie. Aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais il arrivera souvent que des gardes vous sautent dessus en vous accusant de vol. Bon, si vous jouez un rouge-garde, c'est normal, mais c'est pénible parce que la plupart du temps ce sera un bug, et c'est d'autant plus chiant qu'en entrant dans une ville, vous vous tapez déjà le chargement de la porte d'entrée, puis vous vous faites bloquer par le garde qui vous imposera un choix, soit de payer une amende, d'aller en prison ou de résister à l'arrestation, et le temps que vous vous décidiez, la France aura enfin un joueur de tennis valable. C'est dire, surtout qu'en résistant, ça ne réglera rien si vous tombez sur d'autres gardes en faction. J'ai essayé plusieurs parties, même sans rien faire de la trame principale, et ça arrive parfois sans aucune raison. Autre point négatif pour ma part, la longueur interminable de certaines quêtes qui mettra à mal votre patience. Surtout si comme moi vous n'en avez pas de patience, que des bugs s'invitent à la fête et que ces quêtes ne sont pas si intéressantes que cela. C'est vrai aussi que j'attends encore le RPG parfait avec des quêtes annexes parfaites. Ça se traduirait par une quête sur laquelle on tombe dessus difficilement et par le hasard le plus fortuit,
Une quête qui s'explique en 2 lignes et qui nous envoie dans un lieu que l'on n'aurait jamais découvert autrement pour aller y chercher du stuff qui aurait un véritable intérêt pour du contenu endgame. Mais ça, c'est moi et mes attentes, c'est personnel, comme tout ce test bien sûr. En conclusion, Oblivion, c'est plus qu'un trip nostalgique. Je serais bien capable de me mettre dans la tête d'un joueur qui découvrirait le soft aujourd'hui, en 2025. Moi-même, avec le temps, l'expérience, la technologie progressant, il est évident que je suis devenu plus exigeant. C'est logique. Et quitte à paraître paradoxal, je reconnais que les 60 balles déboursées auraient eu du mal à passer si Virtuos n'avait pas fait un travail aussi honnête, pour ce qui n'est, in fine, et sans que ce soit péjoratif, qu'un remaster. Mais maintenant que ce test est terminé et avant de passer au jeu suivant, je sais qu'il me reste encore de nombreuses heures à parcourir la province de Cyrodiil, et ce dont je suis sûr, c'est qu'elles seront probablement les plus belles depuis que j'ai téléchargé le jeu. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse avec les notes, comme dans les magazines papier de l'époque, à l'ancienne, et je vous dis à la prochaine vidéo.